C'est quoi la différence entre ça et ça? Et qu'est-ce que ça veut dire être en phase? C'est parti! Oh! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André, on est ici dans mon home studio et aujourd'hui on va parler phase. Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu le concept de la phase dans l'audio, dans la production de la musique, d'abord voir une vidéo que j'ai faite il y a un petit moment, elle ressemble à ceci. Là-dedans vous allez déjà apprendre c'est quoi la phase, donc faites ça avant de regarder celle-ci si vous comprenez pas. Pour ceux et celles qui sont déjà un tout petit peu plus loin dans votre voyage du son, de la musique, voilà, restez avec moi parce qu'on va parler d'un concept absolument primordial, un peu plus en détail par rapport donc à cette vidéo dont je viens de parler, la phase dans l'audio. Pour remettre un peu les pendules à l'heure, la phase c'est la relation entre deux pistes audio, la relation dans le temps, entre deux pistes audio qui partagent les mêmes fréquences. On dit souvent qu'on est hors phase ou en phase, mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Quel impact ça peut avoir? Comment écouter? Voilà, je vais essayer de répondre à tout ça aujourd'hui avant de attaquer dans le vif du sujet. Pour celles qui ont l'habitude de la chaîne, voilà, skipper un peu, vous connaissez la chanson. Pour celles qui sont nouvelles ici avec moi, la meilleure façon pour nous soutenir, pour voir plus de vidéos comme celle-ci, c'est de mettre un petit like, vous abonner à la chaîne ici sur YouTube et surtout, aller sur notre site web qui est www.academiedugrosson.com/bonus et là-dessus, vous avez un petit endroit où vous pouvez mettre votre adresse email, je m'inscris et là vous allez recevoir directement un mail de bienvenue avec pas mal de petits cadeaux, petits bonus bien sympathiques, notamment un guide d'achat pour du matos de home studio si vous ne savez pas encore quoi acheter, des plugins gratuits pour un peu étoffer votre DAW que vous avez déjà, et finalement un tableau de fréquences vraiment utile pour vos EQ, pour vos premiers mix, savoir un tout petit peu mettre des mots sur des caractéristiques sonores de différents instruments. Voilà, le coin pub c'est fini, passons tout de suite à notre vidéo du jour, donc la phase. Revenons tout de suite à notre exemple que je vous ai fait écouter au tout début de la vidéo, qui est juste ici devant moi. Il s'agit d'une batterie et une basse que j'ai enregistré récemment avec le groupe rock bruxellois Fauve, donc pas Fauve comme on a déjà demandé, mais Fauve. Le groupe a déjà un EP à son actif, allez écoutez ça, c'est vraiment cool. Donnez-leur du love parce qu'ils m'ont permis à utiliser leurs morceaux, leurs enregistrements pour des exemples pour AGS, donc c'est vraiment cool de leur part. Lors de cette session d'enregistrement que j'ai fait avec eux, où on a fait les batteries au Noise Factory dans le studio de Gérald, et ensuite nous avons fait des réamps de guitare et basse, si vous savez pas ce que c'est un réamp, voici une petite vidéo sur le sujet. Donc on a fait des réamps de guitare et de basse au Noise Factory également. Ces deux sessions m'ont vraiment permis d'expérimenter pas mal avec la phase entre différents micros, entre différents éléments que j'ai enregistrés en même temps. Et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo ici pour explorer un peu avec vous l'impact que la phase peut avoir sur votre audio, sur votre musique. Donc regardons tout de suite notre exemple. Alors, ici devant moi, j'ai donc pour l'instant deux versions de cette batterie, de cette basse. On a ça. Je vous fais écouter en solo la basse. La batterie. Ça va quoi, on peut travailler avec. Et voici la version que j'ai remis en phase. Je vous explique tout de suite ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ouais, pas mal de différences quand même. On a d'un coup du corps, de la précision, de la frappe, on a plein de choses qui changent. Pourquoi ces différences? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux versions? Pour commencer, je vais vous montrer d'abord ce qui se passe avec la basse. Je pense que c'est un peu plus facile à entendre. Donc nous allons ouvrir ces deux versions de la basse ici devant moi. À gauche, j'ai la basse envers la phase alignée et à droite, j'ai la phase catastrophe que j'ai un tout petit peu triturée pour que ça sonne un peu moins bien forcément. Si on va regarder ici dans ma session, c'est exactement les mêmes pistes sur les deux versions de la basse. J'ai 5 couches de cette basse ici, les mêmes en haut et en bas, ou ici à gauche et à droite. Donc c'est quoi la différence qui fait que ça devient ça? Pourtant, on dirait qu'ils sont complètement différents, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver de un à l'autre? Alors, un endroit que je vais vous demander de regarder dans cette vidéo sera juste ici, la petite ligne. Si vous voyez, il y a écrit délai. Nous avons ensuite plus ou moins et compensation. Donc en fait, tout ça, c'est la compensation de délai. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, n'hésitez pas à voir la vidéo sur le son digital et ses défis. La compensation de délai est un outil que les DAW utilisent pour rester justement
en phase, donc c'est exactement dans la lignée de ce dont on parle aujourd'hui. Je vais vous demander donc de faire gaffe surtout à cette ligne ici au milieu, le plus ou moins. C'est la différence dans la compensation de délai que je demande à mon programme de faire pour être sûr qu'on se comprenne bien. Ici, j'ai donc de ma version phase alignée, j'ai 5 pistes. La première n'a pas du tout de différence de compensation de délai ou de mouvement dans le temps des pistes l'une par rapport à l'autre, parce que c'est ça qui est la phase ou la compensation de délai. La deuxième piste a 3 samples de offset, c'est-à-dire que si je voulais faire ça de manière manuelle, je devrais prendre cette piste-ci, donc la deuxième, et la bouger à droite de 3 samples. 3 samples, c'est minime. Pour voir exactement combien c'est, voici si je bouge ma piste de juste 3 samples à la fois. Voilà, il y a des chances que vous n'ayez rien vu du tout, c'est normal, c'est parce que pour voir un mouvement de 3 samples, faut être vraiment zoomé. Je vais vous montrer ça ici. Donc nous avons ces deux pistes. Si je bougeais celle d'en dessous de 3 samples. Vous avez vu? Je me mets encore plus près. Voilà, on va exagérer la chose. La piste numéro 2, la piste numéro 1. Hop, et je vais bouger celle-là de 3 samples. Voilà, c'est très petit. Mais c'est ce genre de différences qui vont faire une grosse différence dans la phase notamment. Donc ici, un petit 3, c'est équivalent au fait d'avoir bougé une piste par rapport à l'autre de 3 samples. Sur la prochaine piste, je l'ai bougé un tout petit peu plus, 256 samples, puis 10 et puis 15. Par contre, sur la basse phase kata, il n'y a absolument rien comme délai mis, donc c'est comme c'était enregistré, mais en plus pour un peu foirer les choses et pour rendre l'exemple particulièrement parlant, j'ai inversé la polarité. Alors la polarité, c'est pas la phase, donc le mouvement dans le temps, mais c'est la différence entre quelle partie du signal est dans le plus ou dans le moins par rapport au 0. Donc chaque son est une oscillation dans le plus, puis le moins, puis le plus, puis le moins autour d'une ligne 0, comme vous voyez ici devant nous, dans le plus puis dans le moins autour de la ligne 0, inverser la polarité en fait équivaut à faire ceci. Pop. Et voilà, maintenant ma forme d'onde est exactement à l'opposé de ce qu'elle était juste avant. Je la remets à l'endroit, boum. Voilà, donc ça c'est inverser la polarité. Changer la phase, c'est bouger dans le temps. Inverser la polarité, c'est vraiment changer le plus vers le moins. Donc, comme ça, on est d'accord sur tous les termes que je vais utiliser ici. Ok, cool, donc j'ai une basse avec une phase alignée, en théorie en tout cas, et j'ai une phase catastrophique sur l'autre basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'entendre? Qu'est-ce que ça change, etc. Écoutons tout de suite, je vous explique tout ça. Pour se remettre ça dans l'oreille, voici encore une fois la phase catastrophique. Et la phase alignée. Petite parenthèse, vous pouvez très bien préférer l'un ou l'autre son en fonction du contexte, de vos préférences personnelles, etc. Il n'y en a pas un qui est plus correct que l'autre musicalement. Tout ça n'est que des façons de mélanger des sons et de créer des textures, créer des sons nouveaux. Donc être en phase n'est pas toujours ce vers quoi vous devrez tenter, mais par contre, je pense qu'il est très important de savoir de quoi on parle et de se rendre compte des effets que la phase, qu'être en phase ou pas être en phase entre ces différentes pistes pour un seul instrument, peut amener comme différence dans le son de vos productions. Choisir une phase créative ou un peu bizarre comme ici sur le deuxième exemple, si ça donne le résultat voulu, aucun souci. Il est juste important de se rendre compte que tout ça a un impact énorme sur vos sons. Donc, dernier petit bout d'info pour être sûr qu'on se comprenne bien et que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Cette basse ici est donc une performance, une seule DI de basse enregistrée par le musicien qui a ensuite été passée dans 2 amplis différents. Ces 2 pistes au-dessus, c'est la performance du bassiste qui passe par un ampli. Ces 2 pistes en dessous, c'est la même performance qui passe par un autre ampli, mais dans le même cabinet avec les mêmes micros, donc à 2 moments différents. Et puis finalement, on a un réamp de la DI pure, donc par un préampli, un peu de saturation, un peu de compression, etc. Les 5 sont censés travailler en même temps pour créer un son beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant de l'ensemble. Individuellement, ça fait ça. Et ensemble, ça fait ça. Et maintenant, parlons des différences que un signal en phase ou hors phase peut amener. Ici, sur l'autre exemple, la basse kata là, je vais juste faire une chose pour vous montrer à quel point est-ce qu'on peut avoir des grosses différences en changeant la phase. Donc,
si je vous fais écouter, est que j'enlève les 3 petits plugins que j'ai ici. C'est juste un petit plugin de trim sous lequel la seule chose que je fais, c'est inverser la polarité comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je fais ça sur 3 pistes de ces 5 pistes, mais pas sur toutes, évidemment, parce que sinon il n'y aurait pas de différence. Si tout est inversé en phase, c'est la même qu'avant, mais juste dans l'autre sens. Donc je vais inverser 3 lignes de ces 5 lignes en phase. Vous allez entendre tout de suite la grosse différence. Donc ça, c'est la version extrême de différence de phase. Écoutons bien, qu'est-ce que ça change exactement? Déjà de 1, le volume. Simplement, je trouve que dès que j'enlève ces 3 plugins, qui nous foirent la phase forcément, tout va beaucoup plus fort. Ok, donc on va noter ça, il y a une différence de volume. Ensuite... Ok, il y a une grosse différence de couleur. On a d'autres fréquences qui sont mises en avant. Cette basse sonne comme si c'était une autre basse, un autre ampli, une autre disto. Enfin, on dirait complètement une autre basse. Donc, ok, il y a la couleur, il y a le volume et... Écoutez bien les grosses notes, les ton, ton, ton. Écoutez surtout ça. Dans les deux versions, le riff bouge différemment, je trouve. Il a un groove un peu différent. D'autres notes sont mises ou pas en valeur. Sur cette version-ci, les notes sont assez équilibrées, en plus ou moins la même énergie partout. Par contre, ici, il y a des notes qui disparaissent un peu et on a surtout de l'énergie sur les grosses notes en bas là. Ce qui veut dire qu'en travaillant sur la phase, sur l'alignement dans le temps des éléments, on peut influencer le volume global du mélange, on peut influencer la couleur, donc l'IQ ou quelles fréquences sont mises ou pas en avant, et on peut influencer le mouvement. Il reste aussi un dernier élément, mais pour celui-là, je vais plutôt vous faire écouter la batterie, parce que je trouve que c'est un peu plus facile à entendre sur la batterie, plus impactant. Donc, voici notre batterie hors phase. Et ici, la batterie en phase. Ici, je trouve que, en plus des éléments dont on a parlé avant, donc le volume, la couleur, le mouvement ou l'enveloppe, il s'ajoute un dernier, la profondeur. Je trouve que cette batterie hors phase est beaucoup plus loin et comme s'il était repoussé, comme si tous les éléments étaient un peu plus aussi entassés l'un sur l'autre, mais plus loin, et tout est un peu plus flou, comme s'il y avait un peu un voile devant. Écoutez bien avec ça en tête, donc la distance de cette batterie par rapport à nous, et la précision de tous les coups, la précision de tous les éléments. Donc d'abord, la batterie en phase, hors phase, enfin, je vais vous montrer comme ça. Ok, tout ça c'est bien beau, donc on a parlé de qu'est-ce que ça peut changer, d'être en phase ou pas en phase. Donc gardez tout ça bien en tête. La question numéro 2 ici, c'est comment savoir si on est en phase. Et pour ça, on va revenir sur la basse. Donc, première façon pour savoir si on est en phase ou pas, c'est simplement se poser la question. Est-ce que le mélange des différentes pistes que j'ai devant moi sonne comme les pistes individuelles en solo mélangées ensemble? En tout cas, comment on se imagine ce mélange dans la tête? Je vous montre tout de suite de quoi je parle. Donc si j'écoute ce micro-ci en solo, et celui-là en solo, on est bien d'accord que c'est une basse, c'est la même basse, mais c'est pas du tout le même son. Il y a quand même des fortes différences de couleurs, etc. C'est pas le même ampli, c'est pas le même micro, etc. Si je les mets tous les deux en solo en même temps,
Est-ce que je retrouve ces sons individuels dedans? Donc écoutez bien, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un solo, puis l'autre, et puis le mélange ensemble. On garde ça en tête. Maintenant, je vais donc inverser la polarité sur le deuxième micro qu'on écoute. Comme ça, on a vraiment une grosse différence très marquée. Ça donne ceci. Jusque-là, tout va bien. Ça sonne exactement pareil parce que juste inverser la polarité ne change rien au son si on l'écoute en solo sans le mélanger à autre chose. C'est la partie la plus importante dans tout ce qui est phase. Ce n'est important que quand on commence à mélanger les choses. Encore une fois, en solo, premier micro. Deuxième micro. Et maintenant les deux. Là, il y a un truc qui s'est passé qui est un peu bizarre, non? Je réinverse la polarité, ici. Oups. Grosse différence quand même de son. Donc, réécoutons ça donc avec cette inversion de polarité. Ensemble. On dirait une version un tout petit peu lo-fi, un peu distordue, bizarre du son des deux micros séparés. Encore une fois, sans cette inversion de polarité. Qu'est-ce que j'écoute moi ici pour me faire une idée? J'écoute la solidité du corps de cette basse, de chaque note, le corps de la note. J'écoute la couleur de la distorsion dans les hauts médiums. J'essaie d'entendre si on dirait un seul ampli, en fait un seul grand ampli, ou est-ce que j'ai l'impression d'avoir un peu deux trucs qui jouent en même temps plutôt qu'une seule basse. Écoutez avec ces idées-là. Donc la solidité de la note, la couleur de la distorsion dans le haut médium, dans le détail, dans le tout ça. Et est-ce qu'on dirait deux prises en même temps doublées ou est-ce qu'on dirait une seule prise bien droite? Je vais écouter les deux ensemble et puis je vais inverser donc la polarité sur le deuxième et écoutez bien ces différences. Voilà, je pense que c'est relativement parlant. Enfin, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas dans les commentaires. Entendre la phase, c'est quelque chose qui, moi, m'a pris des années à vraiment perfectionner. J'apprends encore tous les jours. D'ailleurs, sur cette session, j'ai appris encore plein de trucs à vraiment travailler le détail de ça. Donc surtout, ne vous sentez pas bête de ne pas nécessairement entendre ce de quoi je parle. Ça prend quand même un tout petit peu de temps. J'essaye de le rendre les exemples les plus parlant possible. N'hésitez pas à me dire ici dans les commentaires si c'est bien le cas pour vous ou pas. Donc si quand vous mélangez dans votre session les différents micros que vous avez mis par exemple sur votre guitare ou sur votre basse ou sur n'importe quel autre élément avec plusieurs micros, chacun de ces micros est cool, vous aimez bien sa couleur, vous aimez bien ce qu'il vous apporte, mais quand vous les mélangez ensemble, vous n'arrivez jamais à trouver l'identité du son que vous aimez bien dans la pièce ou sur les micros en séparé. C'est probablement une histoire de phase. Ensuite, deuxième façon pour dire si on est en phase ou pas entre les différentes lignes, c'est écouter le punch, l'impact, la précision du son et son placement avant-arrière par rapport à nous. Donc réécoutons cette batterie, je pense que c'est un exemple plus facile à entendre. Sur la batterie, commençons par notre version phase catastrophique. Voilà. Il est super important de dire que ici, la seule différence de nouveau entre ces deux batteries, c'est le mouvement dans le temps de certaines pistes par rapport à d'autres. Ici devant moi, vous pouvez voir exactement de quoi je parle. Ici à gauche, donc la batterie en vert est la batterie qui est remise en phase. Et puis la batterie en rouge, c'est la batterie catastrophe. Enfin, en tout cas, pas super bien en phase. Et regardez donc bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette ligne ici, des offsets de compensation de délai, donc à quel point je demande à mon programme de bouger les pistes l'une par rapport à l'autre. Et vous allez voir que donc, dans ces batteries phase alignées, qui est mon kick, qui sonne comme ceci, est en effet composé de trois micros. On a un micro kick in,
on a un micro kick out et un micro sub. Mon kick in n'est pas bougé dans le temps. Mon micro kick out est bougé dans le temps un tout petit peu, 32 cents, donc vraiment tout petit, en avant. Donc il va jouer un peu plus vite que le kick in. Et ensuite le kick sub qui est bougé encore un tout petit peu avant. Et ensuite l'ensemble du kick est bougé en arrière, donc plus 180 samples par rapport au reste de la batterie. Tout d'abord, je vous montre peut-être juste la différence du kick, du son du kick dans l'ensemble de la batterie si j'enlève ces traitements. Ici, voici la batterie dans sa globalité. Et maintenant, je vais juste enlever ces différences, juste sur le kick. Écoutez bien son volume, son punch, sa couleur, sa profondeur et un peu son mouvement, donc tout ce dont on a parlé juste avant. Voilà, maintenant je vais vous montrer la même chose mais peut-être avec kick et snare, c'est un peu plus parlant. Ça change vraiment le groove. Voilà, je pense que c'est assez parlant, on a beaucoup plus de punch, beaucoup plus de précision, et le kick et la snare, hop, s'avancent un peu devant, reviennent un peu devant nous. Pour comprendre pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'en fait j'essaye de faire ici avec cette batterie, pourquoi est-ce que je l'ai remis en fait en phase, pourquoi est-ce que même ça m'est venu en tête, faut s'imaginer cette batterie dans la pièce, acoustiquement, physiquement dans la pièce. Nous avons donc un kick, une grosse caisse. Imaginons que mon micro ici dans lequel je parle se trouve à l'endroit où la peau de résonance de cette grosse caisse, la peau de devant se trouve donc avec son trou pour mettre le micro dedans. Donc je vais prendre mon micro kick in, je vais mettre dans le trou, donc il va se retrouver plus ou moins ici. La batte vient par ici. Et ensuite je vais prendre mon micro kick out à l'extérieur de la grosse caisse, qui lui va être plus ou moins ici. Voilà. La batte frappe cette grosse caisse par là. Donc le son va d'abord arriver dans ce micro-ci, et puis un tout petit peu après, arriver dans ce micro-ci, simplement parce qu'il est physiquement un poil plus loin de la batte qui crée le son. Pour s'assurer du coup que les deux micros bougent vraiment en même temps et qui me donnent un maximum de punch, de précision, de mouvement d'air, qui fasse bouger en fait les enceintes en même temps, et que ça force pas l'enceinte à faire un truc qui fait un peu... parce que les deux coups n'arrivent pas en même temps dans les micros, je vais avancer le micro qui est plus loin, celui ici, dans le temps, comme si il était là. Même si, dans la vraie vie, il se trouve ici, je ne pourrais pas de toute façon le mettre là, parce que je devrais le mettre à l'intérieur du kick, ça sonnerait plus du tout comme un kick out. Donc physiquement, je ne peux pas les remettre en phase, c'est impossible. Mais par contre, je peux le faire par la suite, virtuellement sur venant. Là, c'est comme si, pour la batte en tout cas, je les avais mis ici. Donc ça, c'est le principe. C'est exactement pareil. Sur la snare, là on avait 3 micros, je les ai remis un tout petit peu en phase pour qu'ils aient l'air d'avoir été placés exactement au même endroit, ou en tout cas la même distance de ma caisse claire. Et ensuite, j'ai travaillé sur tous les autres micros de mon kit. Par exemple, mes micros overhead, mes micros donc au-dessus du kit, ou alors les micros Charlet, les micros ride, etc. Et ensuite, j'ai retardé tout le kick et toute la snare un peu par rapport à mes micros overhead. Pourquoi ? Parce que les micros overhead sont à 1,5 m au-dessus du kit, le micro de la caisse claire est juste à côté de la caisse claire, donc forcément il y a un temps qui va se passer entre le moment où le son de cette caisse claire arrive dans le micro overhead, et ce temps sera beaucoup plus long que le temps que cette caisse claire arrive dans le micro caisse claire. Donc pour que cette caisse claire ait l'air d'arriver en même temps là et là, faut que je retarde tous les micros proches de la caisse claire pour les aligner avec les micros qui sont au-dessus. J'ai fait ça donc sur tous les micros de cette batterie en comparant tout le temps, sans arrêt, certains micros avec d'autres, en les comparant dans l'ensemble. Imaginez-vous un peu la complexité des différentes relations de phase ici entre tous ces éléments qui sont physiquement à des endroits différents et qu'on essaye de faire sonner comme si en soi tout était exactement au même endroit pour un max de punch, pour un max de frappe et de précision. C'est juste impossible. Tout ça sera un compromis. Juste pour dire que la phase parfaite, en tout cas sur une batterie comme ici, n'existe pas, c'est impossible, mais le fait d'avoir une phase pas du tout travaillée, pas du tout soignée, peut avoir un énorme impact sur le son final. Donc pour fermer ce petit point de comment savoir si on est en phase, écoutez le punchy, en tout cas la frappe, la profondeur avant-arrière et la précision dans le son, réécoutons une dernière fois ces deux versions de la batterie, donc en phase et pas en phase. Écoutons d'abord celle en phase.
Et puis finalement, la dernière façon de juger la phase d'un élément, ça découle en fait un peu des deux précédents, mais c'est une façon peut-être un peu plus facile, un peu plus musicale à garder en tête. Si vous avez du mal à retrouver le son que vous entendez dans la pièce, que vous aimez bien dans la pièce, quand vous écoutez un instrument, vous mettez plusieurs micros dessus, vous les mélangez ensemble et ça sonne juste pas comme ça sonne dans la pièce, il y a des fortes chances que vous ayez un problème de phase. Justement. Ici, sur cette batterie, pour juger est-ce que je suis en phase ou pas en phase, j'essayais de me rappeler comment ces éléments individuels sonnaient dans la pièce, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour accorder cette batterie, pour choisir les pots, pour la placer correctement, etc. Donc à quel point est-ce que ma version enregistrée retranscrit ce feeling naturel, ce son naturel que j'aimais bien, que j'ai travaillé dans la pièce, à quel point est-ce que je retrouve ça dans ma session, ou alors à quel point est-ce que ce son est modifié, entre guillemets, dénaturé. Et tout ça nous mène à notre dernière petite question, celle-ci un peu plus courte. Faut-il toujours être en phase ? Évidemment pas. Évidemment que non. La phase dans l'audio, c'est juste un des nombreux éléments qui font varier le son de vos productions, de vos mélanges de sonorités, etc. Et autant on peut essayer de viser une phase, entre guillemets, correcte, autant ceci n'est absolument pas une règle. En gros, gardez en tête que être en phase ou pas en phase vous permet de choisir la couleur émotionnelle que vous voulez donner à vos tracks. Les choses qui sont en phase, en général, sonnent plus naturelles ou alors plus énergétiques. Il y a un petit côté, ça sort carrément des enceintes, un peu plus 3D, un peu plus impactant. Par contre, des choses qui ne sont pas en phase ont tendance à sonner un peu plus lointain, un peu plus spacey, un peu plus dérangeant, peut-être un peu flou, etc. Il se peut que ces caractéristiques-là soient exactement ce que vous voulez pour un des éléments. D'ailleurs, tout ce qui est chorus, flanger, phaser, etc., c'est des éléments qui travaillent justement sur la phase et qui permettent d'obtenir cet effet déphasé, mais de manière contrôlée. Ce qui prouve qu'on a une grosse utilité pour ces sonorités hors phase. Pour moi, l'important, c'est juste de savoir lequel est lequel et comment obtenir l'un ou l'autre, mais de manière contrôlée et en suivant notre vision. Voilà, ça couvre un peu tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment de votre journée avec moi. Et avec tout ça en tête, n'oubliez pas, le plus important, ça reste de faire de la musique.